Eliane. Oui, dans un instant. Alors, je suis Mac, donc je dois me retrouver... En bas à droite, tu as la petite icône. En bas à droite. En bas à droite. Complètement en bas. Tout à fait en bas dans la barre d'état. Attends, je vais aller ici, ça, je connais ça. Voilà. C'est parfait. OK. Cette présentation sera faite en québécois, donc si vous avez des questions, ne vous gênez pas, mais ça devrait être pas si mal. Merci Pascal pour l'invitation, d'abord pour l'introduction aussi. En fait, juste que je me présente un peu, je viens ici principalement associée à la chaire de simulation, là, qui est une collaboration Université Laval, Université de Côte-d'Azur, mais mon background personnel, c'est que je suis urgentiste. J'ai fait un fellowship en simulation, principalement lié à la simulation in situ en Australie en 2015, donc mon expertise est surtout liée à ça. Je suis tout à fait nouvelle dans tout ce qui est serious gaming, donc j'apprends ici de mes collègues, mais bon, la simulation est quand même liée de près et de loin à ce domaine-là. Donc, j'espère pouvoir partager un petit peu de mon expérience avec vous. Je vais principalement vous parler, en fait, de ce qu'on fait à Québec, alors que la simulation in situ est quand même assez embryonnaire à ce niveau-là, mais aussi ce que j'ai fait un peu en fellowship pour vous donner une idée de où est-ce qu'on pourrait se rendre avec tout ça. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, outre le fait que je crois fermement en cette méthode pédagogique. Puis, c'est ça, rapidement, en fait, je vais vous parler de ce que c'est la simulation in situ, des fois que c'est moins votre domaine d'expertise aussi. Je vais parler de certains avantages de la simulation in situ, puis aussi de certaines barrières qu'on rencontre quand on essaie de s'investir dans un projet comme ça, des façons de contourner ces barrières-là. Puis, comme je vous disais, je vais vous parler un peu de ce qu'on fait actuellement au CHU de Québec, où je travaille. Alors, qu'est-ce que c'est la simulation in situ? Bien, en fait, c'est de la simulation qu'on fait dans notre environnement clinique réel. Alors, pour moi, comme urgentiste, bien, ça serait quelque chose que je ferais en simulation, en réanimation, par exemple, avec mon équipe à moi, mais aussi avec mon équipement à moi. Donc, toutes mes ressources matérielles, mes ressources humaines. C'est donc de pratiquer avec notre environnement réel dans le but d'améliorer notre performance au travail. De par ce fait-là, oui, c'est sûr que ça peut être applicable aux étudiants en médecine puis aussi à la formation postdoctorale. Par contre, moi, ce que je fais surtout, c'est de la formation continue avec ça. Donc, je travaille vraiment avec mes équipes en place aux urgences, puis je suis impliquée dans des projets dans d'autres départements également. J'espère que ça va fonctionner. Sinon, je l'ai sur mon ordinateur, mais... Oui, OK. Alors, la vidéo que je vais vous montrer ici, il est assez long, mais je vais juste montrer le début du vidéo, qui semble avoir déjà débuté. Non, c'est ça. Alors, cette vidéo-là, c'est une vidéo qu'on a fait pendant mon année de fellowship. À l'hôpital où je travaillais dans le Queensland, la simulation in situ est très, très bien implantée depuis longtemps. Puis, entre autres, à chaque mois, on faisait une grosse simulation multidisciplinaire de traumatologie. C'est un centre tertiaire de trauma. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait vraiment le parcours complet du patient qui arrivait en ambulance dans notre salle de réa. On le prenait en charge avec l'équipe de l'urgence. Puis, les autres spécialités qui étaient concernées par ce cas-là spécifiquement étaient appelées à se joindre à nous à l'urgence pour prendre en charge le patient. Puis, à la suite de ça, on amenait le patient vraiment à tous les endroits où il devait aller dans sa trajectoire. Donc, on l'amenait jusqu'en radiologie au scanner, on l'amenait au bloc opératoire. Puis l'idée, c'était vraiment d'identifier d'abord les problématiques là, associées avec la trajectoire du patient, mais aussi de pratiquer les interfaces entre les différentes spécialités. Fait que c'était un exercice vraiment intéressant puis très impressionnant pour moi au début, qui venait d'un milieu avec très peu de ressources financières, entre autres choses, de voir un projet de cette envergure-là. Alors, la vidéo, je vous montre, évidemment, nous, à Québec, on n'est pas rendu à faire ça du tout, mais je tends vers ça. Et c'est une vidéo d'une de ces simulations-là de traumatologie, où est-ce qu'on recevait en fait une patiente enceinte polytraumatisée et chez qui on devait faire une césarienne périmortem, là, qui est possiblement la technique qui me fait le plus peur dans ma pratique à moi. Donc, voilà. Oups, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Juste faire mon play, voilà. L'image est un peu particulière parce qu'on filmait avec une caméra GoPro qui est fixée à la poitrine d'un de nos infirmiers qui était acteur dans ce scénario-là. Et vous allez voir une perspective un peu différente. L'image est un peu granulaire, qui était de très bonne qualité. Donc, vous voyez ici, c'est notre salle de réa dans laquelle on recevait les polytraumas. Donc, c'est notre environnement clinique réel. L'obstétricienne est en train de procéder à la césarienne. On voit que la patiente est en arrêt, donc il y a du massage cardiaque qui est fait également.
Puis, bon, c'est sûr qu'il y a des acteurs qui ne se retrouvent pas là habituellement. On a des gens qui filment, on a des gens qui prennent des notes, mais en gros, on a quand même le consultant en médecine d'urgence qui est présent. Les gens de l'obstétrique et les gens de l'anesthésie sont là aussi à la tête de la patiente. Puis rapidement, on va donner le bébé à l'équipe de néonatologie qui va prendre en charge. Alors, on a plusieurs aspects à cette simulation-là qui était aussi extrêmement complexe en termes de débriefage, comme vous pouvez l'imaginer. Mais tu sais, ce qu'on remarque tout de suite, en fait, c'est que dans des cas comme ça, d'abord, bon, ça a une grande ampleur, mais ensuite, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont présents dans ces scénarios-là. Puis c'est que la simulation in situ, d'emblée, ça va être une simulation qui est interprofessionnelle. Donc, évidemment, comme je vous disais, ça, c'est à très grande échelle, mais même à plus petite échelle, on a toujours différentes personnes qui vont être présentes avec des objectifs qui leur sont propres, qui sont liés à leur profession. Alors, nous, quand on en fait à l'urgence, bien, on a les urgentistes. Souvent, on va quand même avoir des apprenants, donc des résidents ou des étudiants en médecine qui viennent avec leurs propres objectifs. Puis, on va avoir aussi nos infirmières, nos inhalothérapeutes, des gens de la banque de sang, des gens également de la radiologie. Donc, il faut penser à toutes ces personnes-là lorsque, d'abord, on construit nos scénarios, mais aussi lorsqu'on réalise le débriefing à la suite. Un des avantages de la simulation in situ, évidemment, c'est la fidélité. Qu'est-ce que c'est la fidélité? Bien, c'est le degré de ressemblance avec la réalité. Puis ça, ce qu'on sait, c'est que ça améliore la motivation des participants, donc le buy-in des participants là, à participer à notre projet. Puis ça, c'est directement lié au lieu physique, au matériel, puis à la composition de l'équipe, là, qui sont très réalistes dans le cas de la simulation in situ. Finalement, évidemment, les cas sont souvent bâtis sur une analyse de besoins, donc chaque milieu va avoir ses propres particularités. Moi, je travaille dans un centre où on fait beaucoup de pédiatrie, entre autres choses, puis on fait de la médecine, de la santé des femmes aussi. Donc, on reçoit toutes les femmes enceintes ou presque de la ville. Alors, c'est sûr que ça va teinter un peu notre perspective par rapport à un centre de traumatologie, par exemple, qui aurait besoin d'avoir des cas un peu différents puis de pratiquer des choses différentes. Ce qu'on sait, en fait, c'est que l'apprentissage est indissociable du contexte. On en a parlé dans les présentations précédentes, mais c'est une théorie de l'apprentissage qui est reconnue, le situated learning, puis donc la simulation in situ est directement attachée à ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que la simulation in situ permet de pratiquer des processus complexes. On l'a vu dans le vidéo que je viens de vous montrer. L'arrivée d'une patiente enceinte polytraumatisée qui se rend jusqu'à la césarienne périmortem, c'est un processus extrêmement complexe qui met plusieurs acteurs en jeu. Donc, la simulation in situ est parfaitement adaptée à ça, permet là, de pratiquer des processus de transfert de soins, donc soit de la même équipe à la même équipe, donc des transferts de soins au sein du département d'urgence, ou alors là, des interfaces avec d'autres disciplines ou d'autres professions. Un exemple qu'on a chez nous, c'est la trajectoire de STEMI, donc d'un infarctus du myocarde qui doit être rapidement transporté au cath lab. Ben, nous, on n'a pas de cath lab dans mon hôpital, alors il a fallu bâtir une procédure comme ça de façon à les transférer de façon très rapide à l'hôpital qui est à côté de chez nous, à peu près à 10 minutes, pour que la procédure soit faite de façon extrêmement rapide chez ces patients-là. Alors, c'est sûr que si on ne pratique pas ces processus-là qui sont plus complexes, ben, on n'y arrive pas dans les temps à ce moment-là. Plus récemment, on a eu une demande du département d'anesthésie, département d'obstétrique, pas dans mon hôpital, mais ailleurs dans le CHU, pour organiser une activité de simulation in situ parce qu'il y avait noté des problèmes dans les cas où on avait besoin d'aller à la césarienne de façon urgente chez les patientes qui étaient en travail. C'est pas du tout mon domaine, mais j'étais très intéressée à aller voir. Puis donc, je me suis associée avec Gilles Chignara, qui est sur la photo aussi, que vous connaissez peut-être, qui est très connu dans le monde de la simulation. Puis on a le reste de l'équipe aussi qui a organisé le projet là, avec une résidente d'anesthésie, une anesthésiste, puis on avait notre patiente simulée au centre. Alors, c'est pas toujours avec des mannequins, la simulation in situ, on utilise aussi des patients simulés, là, ce qui ajoute au réalisme, évidemment, de la situation. Alors, ce qu'on a fait, c'est que on est allé sur place. Ça a été un projet de longue haleine. Ça a pris plusieurs mois avant qu'on puisse réaliser notre activité, mais on a bâti un cas de rupture utérine pendant un travail. Puis, ce qu'on voulait voir, c'est vraiment travailler les différentes interfaces entre les différentes équipes jusqu'au transfert au bloc opératoire de cette patiente-là. Puis, on voulait évaluer particulièrement les habiletés d'équipe, de travail en équipe, donc tout ce qui est gestion de crise, teamwork, communication. Fait qu'on s'intéressait évidemment à l'expertise médicale, mais un peu moins. C'était plus le reste qu'on voulait regarder. Ça ressemblait un peu à ça quand on a préparé la salle. Donc, on a vraiment utilisé une salle d'accouchement standard là, qui était montée de la même façon qu'elle le serait pour une patiente en travail réellement. On a toutes placé nos choses à l'avance. On a utilisé un iPad, comme vous voyez en haut à gauche. Je ne sais pas si
Ma souris, ouais. Donc, on a utilisé un iPad pour remplacer le tachographe puis le moniteur patient, ce qui fait qu'on pouvait directement là, altérer les contractions utérines, le battement cardiaque fœtal puis les signes vitaux de la mère également. Nous, on était placés ici dans un petit coin de la chambre de façon à ne pas nuire aux participants, mais ça nous permettait de bien voir sur le côté du paravent. Puis on avait installé notre salle de contrôle là, derrière ce paravent-là. Gilles Chignara était responsable de toute la portion technique, puis moi, j'étais responsable plus de l'observation et du débriefage. Là, on avait besoin d'être plusieurs pour quelque chose qui était compliqué comme ça. Ça ressemblait à ça une fois que la simulation était commencée. Et on voit que les participants étaient vraiment investis, puis on avait une équipe complète au moment où on a pris cette photo-là. Là, évidemment, la patiente n'allait pas très bien à ce moment-là, mais on avait là, sur place l'anesthésiste ici, on avait l'obstétricienne, le médecin de famille. Chez nous, on n'a pas de sage-femme, on a des médecins de famille qui font des accouchements, donc c'était une patiente de médecine de famille. Donc déjà, le patron était sur place, puis on avait 2 infirmières aussi avec notre patiente en place. Puis ça, c'est le moment, en fait, où la décision a été prise d'aller en césarienne d'urgence. Donc, ça a été très apprécié par les équipes. On a complété ça avec une séance de débriefage formel dans laquelle on a surtout exploré là, le côté gestion de crise, habileté de travail en équipe, mais on aurait pu regarder d'autres choses aussi qui sont intéressantes. Je vais y venir dans quelques instants, mais c'est l'identification de problématiques là, dans le système qu'on n'a pas fait ce jour-là pour des raisons de temps. C'est un genre de projet pilote. On espère le refaire avec toutes les équipes de ce milieu-là dans les mois prochains. Ça a été très apprécié, donc j'ai l'impression que ça va fonctionner. Puis c'est un peu ce genre de travail-là qu'on veut faire avec la chaire en collaboration avec l'Université Côte-d'Azur. Fait que, comme je le disais, la simulation in situ aide également à détecter les problématiques latentes. Dans la littérature de patient safety, on appelle ça des latent safety threats. Puis ce que ça veut dire, ça, c'est des problématiques qui sont dormantes dans le système puis qui attendent juste le bon déclencheur pour apparaître. Ces problématiques-là sont impossibles à détecter en centre de simulation. Pourquoi? Bien parce que c'est pas le milieu natif de cette problématique-là. Alors pour ça, la simulation in situ est très efficace. Puis dans les dernières années, il y a beaucoup de littérature qui a été publiée là-dessus. Je connais plus celle de médecine d'urgence, là, mais beaucoup de littérature là, sur l'efficacité de la simulation in situ pour les détecter. Entre autres, il y a une étude qui avait été réalisée en 2013 à Cincinnati dans un gros centre pédiatrique où est-ce qu'ils ont vraiment débuté un programme régulier là, de simulation in situ sur une période d'1 an. Ils en réalisaient très, très souvent à l'urgence et aux étages. C'était des simulations de façon intéressante là, qui n'étaient pas annoncées. Donc, tout d'un coup, il y avait une simulation. Ça, je trouvais ça impressionnant parce que chez nous, ça passerait jamais. Puis, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient une séance de débriefing qui était vraiment centrée sur les latent safety threats pour identifier les problématiques. Puis ce qu'ils ont réalisé puis qu'ils ont publié, c'est qu'ils ont été capables d'identifier de pratiquement 1 à 2 erreurs par simulation. Puis sachant qu'ils en ont fait plus d'une centaine sur une période d'1 an, c'est impressionnant la quantité de problématiques qui peuvent être réglées de cette façon-là. Des exemples de choses qui ont été identifiées dans ces scénarios-là. Entre autres, c'est un centre pédiatrique, puis ils se sont rendus compte qu'il y avait des endroits où est-ce qu'il n'y avait pas tout l'équipement nécessaire là, de différentes tailles pour prendre en charge les enfants. Donc, c'est quand même très problématique. Les chariots n'étaient pas standardisés, les chariots de code, là, d'étage en étage. Donc, les gens cherchaient leur matériel, puis étaient très peu efficaces pendant la réanimation. Souvent, il n'y avait pas accès aux algorithmes de réanimation pédiatrique. Il y avait des médications qui se ressemblaient, qui étaient côte à côte dans le chariot. Donc, c'est plein de choses comme ça qu'on ne pense pas nécessairement quand on regarde tout simplement le chariot de code, mais lorsqu'on l'utilise dans une simulation comme ça, on se rend compte à quel point c'est compliqué. Puis aussi au niveau plus gestion de l'équipe, habileté d'équipe, ils se sont rendus compte que les rôles des membres de l'équipe de code étaient très imprécis. Les gens arrivaient sur le code bleu, puis il y avait un manque de leadership, un manque de communication. Donc, ils ont été capables de corriger toutes les problématiques d'équipement puis d'assigner les rôles de façon plus claire là, en écrivant. Dans ce cas-ci, il y avait écrit sur le téléavertisseur quel rôle cette personne-là avait. Donc, quand les gens se passaient le téléavertisseur de main en main sur l'équipe de code, ils savaient d'emblée « Ah, aujourd'hui, moi, je suis le médecin leader ». Donc, ça a simplifié les choses à ce niveau-là. Plus localement, chez moi, au CHU, jusqu'à tout récemment, on n'avait pas la possibilité, nous, d'opérer des enfants qui avaient des problématiques neurochirurgicales urgentes dans notre centre parce qu'on n'avait pas de couverture neurochirurgicale pédiatrique. C'est compliqué parce que si vous connaissez le Québec un peu, à Québec, comme tel, on a juste un centre pédiatrique, puis l'autre centre le plus proche est à Montréal. Donc, les neurochirurgiens pédiatriques, ils sont à 2h30 de route de voiture de chez nous. Bon, nous, on n'a pas d'hélicoptère là, comme en France. Alors, la méthode la plus rapide, c'est ça, ou on a un avion aussi, mais qui doit être à port, là, dans le fond, à l'aéroport, de façon que ce soit efficace, sinon c'est plus rapide en voiture.
Alors, quand on prend la décision de transférer ces enfants-là, c'est minimum 2h30 d'ambulance pour des patients qui sont très instables. Alors là, ce qu'on a réussi à faire finalement, c'est qu'avec les neurochirurgiens adultes du centre de trauma, on a réussi à avoir une couverture pédiatrique qui a été mise en place récemment. Mais il a fallu commencer à pratiquer ces procédures-là parce qu'on n'avait jamais fait quelque chose comme ça. D'abord, notre personnel n'était pas du tout à l'aise. Puis ensuite, il fallait qu'au niveau du scanner, ça soit rapide, qu'au niveau du bloc opératoire, ça soit rapide aussi. Puis les gens n'étaient pas habitués du tout à ce genre de procédure-là. Ça a donné lieu à ça, qui est notre document qui s'appelle le Code 350, qui est notre code neurochirurgical, qui est un horrible document, qui n'est pas lisible et qui n'est pas utilisable en pratique. Puis je dois dire que je suis une des coupables qui a rédigé ça, mais bon, on n'avait pas le choix de faire une procédure. Mais tout ça pour dire qu'il a absolument fallu la pratiquer parce que personne n'est capable d'avoir 100% la première fois qu'on utilise ce document-là. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé une simulation in situ en 2016 dans notre hôpital, où est-ce qu'on recevait un jeune patient avec un hématome épidural. Dans ce cas-ci, c'était un mannequin, évidemment, parce qu'on avait des procédures invasives à faire sur le patient. Et puis, on l'a reçu aux urgences. Ça a commencé par le triage, puis on l'a reçu donc en salle de réanimation. On a rapidement diagnostiqué une problématique neurochirurgicale urgente. On a monté le patient au scanner. Il est redescendu à l'urgence pour stabilisation, puis il est monté au bloc opératoire rapidement. Ça nous a permis de tester l'ensemble de notre procédure. Puis l'exercice a été refait quelques mois plus tard à partir des étages de pédiatrie avec succès également. On a été capable, là, au débriefage, d'identifier plusieurs problèmes, entre autres, juste sur le regroupement d'appels par téléavertisseur. Entre autres, l'intensiviste pédiatre n'avait pas été appelé initialement. Donc, on a pu identifier ce problème-là puis changer les choses. Puis on a pu aussi constater que notre personnel infirmier était très peu à l'aise avec l'administration du Salin 3%, que nous, on utilise dans les cas d'hypertension intracrânienne. Alors, on a fait de la formation à ce niveau-là, puis en plus, on a pu s'assurer que la médication était disponible rapidement parce qu'on ne l'avait pas à l'urgence, puis ça prenait très longtemps à venir de la pharmacie. Alors, on a créé un coffret d'urgence qui est maintenant dans notre salle de réa pédiatrique. Je vais passer un peu plus rapidement sur la deuxième partie, étant donné le temps qui est déjà dépassé un peu. Mais en gros, je vous ai parlé de plusieurs avantages de la simulation, puis bon, je suis très vendue à ça, là, vous vous en doutez. Par contre, c'est sûr qu'il y a certaines problématiques, là, des barrières à l'instauration d'un projet comme ça dans votre milieu. Puis la première chose que les gens me disent ou m'ont dit à mon hôpital, c'est pas faisable votre projet. Pourquoi? Bon, sachez que c'est sûr qu'à l'urgence, j'ai une perspective un peu teintée, mais nous, à l'urgence, on a un achalandage qui est imprévisible. On a une acuité aussi, donc la sévérité des conditions des patients est imprévisible. C'est très difficile de planifier des scénarios dans ce cadre-là. Nos participants sont souvent appelés ailleurs, donc aux soins des patients réels. Les salles sont non disponibles. Donc moi, si je veux en faire en réanimation, puis ce jour-là, nos 4 salles de réa sont occupées, c'est tant pis. Et évidemment, on n'a jamais d'argent, on n'a jamais d'équipement. Ça, c'est un argument que tout le monde a. Puis, je vais venir à comment on peut contourner un peu ça. Puis, l'autre chose qu'on entend aussi, c'est, mais là, j'ai entendu dire que ça peut être dangereux pour les patients de faire de la simulation in situ. Puis malheureusement, c'est que la réponse, c'est oui. On parle souvent des avantages de la simulation in situ pour la sécurité des patients, mais il faut faire très attention aussi parce que ce qu'on fait quand on crée de la simulation in situ, c'est qu'on mélange deux contextes totalement différents. Donc, on mélange l'environnement clinique réel puis on mélange un environnement simulé ensemble. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il peut y avoir de la contamination d'un milieu à l'autre. Donc, pensez par exemple à si, pendant la simulation, moi, je prépare une médication, mais que je simule avec du salin. Je mets une étiquette dessus, j'écris succinylcholine. Quelques minutes plus tard, cette personne-là, elle s'en va voir un vrai patient, puis la seringue est dans sa poche, puis on procède à une intubation en séquence rapide, puis on administre du salin, donc le patient n'est pas curarisé. C'est des choses qui sont déjà arrivées puis qui peuvent arriver. Même chose pour un équipement là, qui pourrait être non disponible parce qu'il est utilisé en simulation alors qu'un patient en a besoin, ou alors un équipement qui est contaminé puis qu'on aurait omis de nettoyer à la suite de la simulation, qu'on utilise sur un patient, comme un ventilateur, par exemple. Alors, c'est des choses auxquelles il faut penser quand on fait les scénarios dans notre environnement réel. Puis l'autre chose aussi à laquelle on pense moins souvent, c'est l'impact que ça a sur les patients qui sont présents au département. Alors, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement habitués à voir des patients très, très malades. Souvent, dans les cas simulés, on reçoit des patients très, très malades, donc très critiques, puis on court avec les patients dans le corridor. Bon, fait que c'est très impressionnant pour les patients de voir ça. Puis l'autre chose, c'est que des fois, l'attitude de l'équipe traitante est un peu différente lorsqu'on traite un patient simulé. Alors, quand les patients ils voient ça, que les gens agissent un peu de façon différente. Des fois,
avec peu de considération. Des fois, ça rit. Des fois, bon, on sait, hein, quand on est stressé en simulation, on agit un peu différemment, mais ça peut avoir un impact sur la perception que les vrais patients ont de notre professionnalisme. L'autre chose, c'est que des fois, les patients ont l'impression de ne pas être prioritaires parce que, ben là, ils sont en train de jouer avec une poupée, puis moi, il n'y a personne qui s'occupe de moi. Alors, c'est des choses qu'il faut déconstruire aussi. Il y a plusieurs solutions à toutes ces problématiques-là, puis ça pourrait faire une présentation en soi, mais en gros, au niveau de l'annulation, c'est moins pire qu'on pense. Il y a une étude de Patterson qui disait qu'il y avait environ 28% des simulations à l'urgence sur une année qui étaient annulées. Puis de façon intéressante, le taux d'annulation était beaucoup plus élevé au début de l'année qu'à la fin de l'année de formation. C'est donc dire que malgré le fait que l'acuité et l'achalandage étaient les mêmes, les gens se sont habitués ou c'est rentré dans la culture de faire ce genre de formation-là, puis ils étaient moins souvent annulés à ce moment-là. Puis évidemment, de fournir du temps protégé. Donc, nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on le fait au chevauchement de quart. Donc, le quart de jour, on les fait arriver 1 heure d'avance, on les rémunère. Puis de cette façon-là, bien, on a une redondance de personnel qui permet justement la tenue de cette activité-là sans dégarnir les unités de soins. Au niveau des ressources matérielles, moi, ce que je vous suggérerais, c'est d'implémenter une politique de recyclage. Donc, tout ce qui est périmé ou qui ne sert plus ou qui a déjà servi, mais qui n'est pas nécessairement à jeter, pourrait être gardé pour la simulation, en autant que c'est bien étiqueté. Pour ce qui est de la sécurité des patients, il y a plusieurs façons de faire dans la littérature. Moi, ce que je préconise, c'est l'utilisation de la médication réelle dans les cas simulés parce que ça évite la problématique d'introduire quelque chose de dangereux dans le milieu clinique. Par contre, il faut faire attention avec tout ce qui est narcotique ou la médication qui est réglementée. À ce moment-là, la littérature suggère d'utiliser des seringues d'air, tout simplement. Donc, on laisse faire le salin. Moi, c'est comme ça que je le fais, mais je sais qu'il y en a qui le font de façon différente. Puis c'est sûr qu'il y a des coûts inhérents à ça aussi, là, d'utiliser de la vraie médication. Il faut tout étiqueter de façon diligente. Il faut rendre le matériel de simulation inaccessible aussi, sauf aux éducateurs. Puis ce qui est très important, c'est de faire des checklists de sortie. Donc, si moi, je suis en train de faire un cas, mais qu'on annonce un patient simulé, j'ai besoin d'avoir une liste rapidement sous la main pour savoir comment remettre la salle dans un état acceptable pour le prochain patient de façon très, très rapide. On peut éduquer aussi les gens qui vont faire l'éducation par simulation au danger de la simulation in situ. Puis finalement, informer les patients, c'est primordial aussi. Alors, c'était un survol très, très court. Ça va me faire plaisir de répondre aux questions dans quelques instants. Mais en gros, tu sais, c'était aussi pour enlever... Bon, j'ai présenté une vidéo très, très compliquée au début d'une simulation à grande échelle, mais c'est pour enlever aussi cette idée-là que la simulation in situ, c'est nécessairement complexe. En fait, ça peut être très simple. C'est juste de rendre une activité intéressante pour notre personnel interprofessionnel, puis vraiment de se baser sur nos objectifs, notre contexte spécifique. Puis on va y arriver. Alors voilà. Je vais prendre les questions. Merci beaucoup. Question. Bon, ça tombe bien, aujourd'hui, on a suspendu nos exercices alarme incendie, c'est la simulation in situ aussi. Oui. La question qu'on peut poser, c'est comment on continue à motiver les gens, entre guillemets, à faire toujours peut-être les mêmes choses ou pas, en tout cas, on lance le débat. Bien, je pense qu'une des réponses à ça, c'est certainement la recherche et la publication des données. Donc, moi, ce qui me motive, c'est justement quand je vois des données comme l'étude que je vous ai présentée de Cincinnati, du centre pédiatrique, quand on est capable de démontrer que dans notre contexte, on améliore notre performance puis nos propres procédures, puis que ça a un impact également sur le devenir des patients, je pense que c'est là où les gens sont très motivés. Puis l'autre chose, bien, il ne faut pas négliger l'appât du gain et l'appât des crédits de formation. Donc, d'être capable d'avoir un budget pour pouvoir rémunérer les gens pour leurs activités de formation continue, c'est important. L'autre chose aussi, c'est de faire des demandes de crédit de façon à ce que les gens puissent déclarer ça pour leur formation continue. Je pense que c'est important aussi. Donc, moi, je travaille sur tous ces tableaux-là actuellement, puis j'espère pouvoir faire un peu plus de recherche dans les prochaines années quand ma plateforme va être un peu plus stable. Bonjour. Je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez déjà fait ce type d'exercice en psychiatrie? Et comment vous l'envisageriez? C'est une très bonne question. Je n'ai pas touché à la psychiatrie encore. J'avoue que je me concentre plus pour l'instant sur les soins aigus. Donc, j'ai fait un peu d'obstétrique, soins intensifs, urgences. En psychiatrie, je crois que ça dépend. Ce serait quoi vos objectifs de travail? Tu sais, qu'est-ce que vous aimeriez regarder à ce niveau-là? Alors, moi, je travaille avec
des équipes qui travaillent sur Alzheimer, ce serait plus par rapport à la prise en charge des crises ou des patients. Ah oui. Pour sensibiliser le personnel à la prise en charge. Oui, je crois que ça serait très intéressant. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs dans le monde. Je n'ai pas touché à cette littérature-là. Nous, à Québec, on a un cours qui s'appelle la formation Oméga, qui est une formation très théorique. Puis, ce que je remarque enfin, c'est que quand les gens sont confrontés à une situation difficile dans notre bloc de psychiatrie, ben la théorie reste pas mal dans la tête, mais il ne se passe pas grand-chose au niveau de la pratique. Alors, je crois que certainement, ça pourrait être converti assez facilement en activité de simulation in situ. Je pense que ça serait très intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Eliane? Merci. Ça a mis combien? Oui. Quels sont les inconvénients par rapport à aller dans un centre de simulation construit d'après vous? Les inconvénients ou les bénéfices par rapport au centre de simulation? Parce que je pense... Les inconvénients de la simulation in situ, alors vous en avez parlé, mais oui. D'abord, je pense que les deux sont complémentaires, donc je ne fais pas ici ouais, non, c'est ça. Il n'y a pas d'opposition pour moi entre les deux types de formation. Pour moi, c'est vraiment complémentaire. Je pense que l'avantage du centre, qui est peut-être moins possible justement en simulation in situ, c'est d'abord le fait que les formations, c'est plus facile d'avoir un horaire, donc de pouvoir vraiment tenir la formation. Il y a moins d'annulations dans des cas comme ça. On est mieux capable de contrôler l'environnement. Puis il y a des choses qu'on peut faire en centre qu'on ne peut pas faire en simulation in situ. Par exemple, des cas qui sont très, très, très complexes au niveau logistique. Le in situ, c'est difficile de le faire à ce moment-là parce que souvent, on a moins de support technique en in situ. Donc, s'il y a des problèmes avec le mannequin, c'est compliqué. Moi, je suis seule, j'ai pas de technicien quand je fais ça. Donc, je vais avec le plus, entre guillemets, basse fidélité possible parce que je veux éviter les problématiques. Ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, c'est que si, justement, il y a beaucoup de moulage, de maquillage à faire, beaucoup d'autres... outils à faire venir, d'autres pièces d'équipement, c'est plus compliqué. Puis je sais, entre autres, qu'il y avait certains de mes collègues qui avaient simulé un incendie avec de la fumée, mais on ne peut pas faire ça à l'hôpital, donc il y a des scénarios qui ne s'y prêtent tout simplement pas. Alors, en ce sens-là, en plus des autres choses que j'ai mentionnées tantôt, je pense que le centre a sa place définitivement pour tout ce qui est cas complexe, formation postdoctorale également, formation prédoctorale, parce qu'il reste qu'au centre de simulation, en tout cas à Québec actuellement, on a une plus grande concentration de pédagogues sur place, alors qu'à l'hôpital, pour l'instant, c'est encore embryonnaire, puis on a beaucoup de formations professorales à faire. Donc, pour ce qui est vraiment un débriefage de grande qualité, tout ça, c'est un peu limité ce qu'on a dans les milieux actuellement, puis l'expertise se retrouve plus au centre de simulation, pour l'instant. Oui, donc complémentarité. On commence par la simulation en centre, on la continue en situ, et puis on vient... puis on y revient on au y centre. Revient. Ben oui. En fait, c'est quelque chose de permanent. Je comprends ta question parce que c'est vrai qu'on en parlait. Il n'y a pas de dichotomie. Il semblerait y avoir une dichotomie entre guillemets en France où, à cause des financements, on va avoir des hôpitaux qui entre guillemets s'équipent et d'autres sont les facultés. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Et Nabil nous l'a redit ce matin. C'est-à-dire que les cliniciens, ils sont, et j'oserais dire, c'est un peu ton rôle, tu es aux urgences, mais tu es aussi à la fac. Et pourtant, ça fait partie de notre posture et de notre métier. Mais on va dire, la vie professionnelle nous a écartés. Il est dommage de faire cette conf peut-être dans un amphi de fac, alors qu'on parle de problématiques finalement d'éducation, de formation et c'est aussi vrai à l'hôpital. Et donc, si on fait les cliniques, entre guillemets, à l'hôpital et la théorie à la fac, on va continuer à avoir cette segmentation et qui n'est pas bonne pour la simulation. Alors, les disciplines scientifiques, on va dire, enseignent autour de la table de TP. Alors, je ne sais pas si ça continue de se faire. Pour autant, par l'expérience et par l'expérimentation, c'est vrai que là-dessus, finalement, nous, on s'est écarté de ce modèle. Tout en voulant, entre guillemets, l'améliorer. En tout cas, on pensait l'améliorer. Et quelque part, les centres de simulation, c'est pour ça que je parlais de l'exercice incendie. Au bout du 5e exercice incendie, on ne sort plus. Et oui. Et donc, là-dedans, en fait, on peut penser qu'elle est quelque part la... ce qui était intéressant, finalement, c'est peut-être sur les latent safety threats, parce que derrière, en fait, là aussi, on permet d'identifier dans la structure
des risques qu'on n'avait pas imaginés, ou bien qui se sont, entre guillemets, insinués. C'est-à-dire qu'avec le temps, on a toujours laissé ce chariot à gauche, parce que c'était plus facile. Et puis on se rend compte que lorsque on prend en charge ce cas, ben, le chariot, il n'était plus là où on pensait qu'il était. Pourtant, on l'a vu le matin quand on est arrivé. Et peut-être là, on rejoint alors les problématiques qu'on enseigne aux étudiants dans le master. C'est finalement aussi peut-être un audit vivant. Et j'oserais dire un audit permanent qu'on n'a pas dans nos structures, puisque nous, on audite quand on nous demande d'auditer. Alors que là, finalement, on pourrait, et tu insistais sur les logiques des teams, finalement, qu'on peut peut-être mieux mettre en évidence, justement, dans la façon dont les gens se mobilisent. Et puis derrière, quelque part, le bénéfice indirect pour le patient, c'est que il y a tout qui était effectivement sous la main. Et donc, c'est finalement un audit, hein, quand tu vas... Est-ce que le chariot, il a bien été vérifié ? C'est en le simulant qu'on s'aperçoit que le tiroir 3, il avait été oublié. Enfin, oui, il y a plein de façons d'utiliser ces données-là, en fait. Donc, tu vas revenir à l'hôpital, c'est ça? Alain va nous présenter des choses tout à l'heure. Et il ne s'est pas présenté, mais tu comprendras le sens de sa question. J'ai bien hâte. Comment? J'ai hâte. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, oui, vas-y. Ça relève plutôt de la remarque. Merci pour vos présentations, puisque j'inclus Nabil dedans, parce que c'est des remarques un petit peu pour les deux présentateurs et les deux présentations. Moi, ce que je remarque, c'est que, en tout cas, dans le domaine de la santé, vous avez pris une avance assez phénoménale dans ce qu'on pourrait appeler des pédagogies actives et les critères qui font qu'au final, l'étudiant développe son savoir. Alors, bien sûr qu'il a un encadrement, bien sûr que potentiellement il peut avoir des cours magistraux, etc. Mais je remarque qu'il est très souvent dans des postures acteurs et en fait aussi dans une évaluation formative, c'est-à-dire il est constamment évalué dans un but de formation et pas dans un but de donner des notes, puisqu'on a un petit peu le syndrome de la note en France. Alors peut-être moins dans vos disciplines, et en tout cas je le constate. Ils ont des retours très fréquents, donc un feedback quasi permanent. Alors la simulation renforce ça, donc ça veut dire qu'ils savent tout de suite quand ils font des essais s'ils sont en erreur, et c'est le jeu de l'essai-erreur, et notamment la puissance du jeu, elle est là, hein, c'est qu'il n'a pas besoin d'avoir un enseignant qui va le corriger 2 fois dans l'année lors des partiels pour savoir si son apprentissage est bon. Et ça, on sait que c'est un modèle qui a fait ses preuves mais qui maintenant est à réformer. Donc être en posture de pouvoir se former avec une évaluation permanente, c'est vraiment génial. Et en plus, c'est théorisé, hein, c'est-à-dire que des méta-analyses ont prouvé cette efficacité-là. Maintenant, c'est comment on fait dans les cours plus classiques ou dans tous nos cours pour mettre en place des démarches d'évaluation informative et du feedback permanent. Parce que là, on sait qu'on formera mieux nos apprenants. Alors le numérique peut aider, bien entendu, et des formes de pédagogie aussi. Et moi, je suis assez bluffé par vos deux présentations, donc je dis bravo aux structures et aux modalités pédagogiques que vous avez su mettre en place. Merci. On est dans le temps de pause, donc... Alors, c'est super intéressant parce que je connais le travail de Roger Kneebone et in situ. Ce qui est intéressant dans ta présentation, c'est que ça m'a fait réfléchir sur le but de in situ, parce que je pense que c'est aussi un centre de simulation, c'est juste plus contextualisé. Mais en vérité, c'est la même méthodologie, c'est le même travail, c'est team training. Donc, d'après toi, si tu devais, parce que tu vas recevoir beaucoup de questions du est-ce qu'on peut utiliser ça dans ce domaine, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à se concentrer sur là où la plus-value de l'Institut existe et ne pas essayer de recréer ce qui est fort? Parce que j'ai l'impression que tout ce qui est performance improvement, centre de simulation, c'est optimisé, tandis que ça, c'est juste, c'est très fort dans une catégorie de patient safety, medical errors, right? Oui, tu parles plus comme des latent safety threats. Voilà, par exemple. Ouais. Quel est ton avis? Est-ce que le but, le plus important, c'est de trouver vraiment la plus-value de in situ, ou bien est-ce qu'essayer de trouver son application dans différents domaines? Juste pour réfléchir. C'est une bonne question. En fait, d'abord, il y a un débat un peu partout là-dessus sur est-ce qu'on devrait décentraliser la simulation puis tout simplement la reporter dans les hôpitaux dans tous les cas. Puis comme je disais, moi, je vois pas d'opposition entre la simulation en centre et la simulation in situ. Donc, je crois que oui, la simulation in situ, à ce moment-là, devrait se concentrer sur ses forces, puis c'est un peu ce que j'ai présenté finalement. Donc, je pense que le team training fait partie de ça parce qu'on s'entraîne dans notre propre environnement, puis ça amène des bénéfices supplémentaires à l'entraînement en
centre. Mais par contre, certainement, tout l'aspect de patient safety est primordial, à mon avis. Donc, tout ce qui est procédure, trajectoire, puis identification de problématiques. Merci beaucoup. Bien.